Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce deuxième workshop de l'année 2026, donc qui est déjà le 41e de la communauté Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, on va explorer une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, à la fois essentielle pour notre communauté et pour vous, les entreprises. On va parler de l'engagement des entreprises au service des territoires et de leurs habitants, des territoires ruraux. Donc c'est un workshop qui est d'autant plus important, qui préfigure un programme à venir au sein de la communauté Les entreprises s'engagent, le programme Les entreprises s'engagent pour la ruralité. Programme qu'on va officiellement lancer au printemps. Donc l'objectif du programme, ce sera de mobiliser et de fédérer les entreprises qui souhaitent s'engager en faveur de l'emploi au sein des territoires ruraux. Donc avant de débuter, peut-être quelques petits rappels techniques. Vos micros sont coupés par défaut pour éviter les bruits parasites, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau. Le workshop va aussi être enregistré, on vous partagera un replay. On vous partagera également un questionnaire de satisfaction et le compte-rendu du replay du workshop. Et puis, je serai garante du timing, donc c'est pas le rôle le plus sympa, mais voilà, pour la bonne cause, qu'on puisse entendre vraiment l'ensemble des intervenants, me permettrait peut-être parfois de un peu recadrer. Mais voilà, ce sera gentil. Et restez bien jusqu'à la fin, on vous donnera vraiment des clés bien concrètes pour passer à l'action. Donc, je vous propose de démarrer et pour ouvrir la session, on a le plaisir d'avoir Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent. Sylvain, tu vas nous partager un peu l'importance de cette thématique pour la communauté et notre ambition sur le sujet. Je te laisse la main et un grand merci. Un grand merci à toi. Je vais essayer de tenir le délai du coup pour pas me faire gronder. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci déjà à nos intervenants. Vous allez voir qu'on a un panel de personnalités qui sont très experts et engagés sur ces enjeux. Moi, je voudrais déjà reprendre un chiffre qui est issu du baromètre de l'engagement des entreprises. Les entreprises s'engagent, hein, celui qu'on vient de faire il y a quelques mois et qui évoque qu'il y a 97% des dirigeants d'entreprises qui considèrent que l'engagement, c'est d'abord un engagement au sein des territoires. Et aujourd'hui, vous le savez, au niveau de la communauté des entreprises s'engagent, on a un engagement qui était historique sur les quartiers prioritaires de la ville. Et notre enjeu, ça a été de faire en sorte d'avoir la même puissance, la même force de mobilisation des entreprises en faveur, plus spécifiquement, des territoires ruraux en France. Euh, on se réinvente pas quand on crée un programme, on part de ce qui existe, et c'est pour ça que vous allez entendre ici des interlocuteurs de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, bien sûr de France Travail qui est l'opérateur et partenaire principal des entreprises s'engagent. Je pense notamment aussi à la direction générale des entreprises et puis bien sûr à tous les acteurs associatifs qui sur ces sujets sont sans doute parmi les plus avancés quand il s'agit de faire en sorte que ces territoires ruraux revivent et qu'on puisse les réinvestir. Donc l'objectif pour nous, ça va être de proposer à ces entreprises, à toutes les entreprises qui le souhaitent, plusieurs modalités d'action, d'engagement en faveur de ces acteurs, avec France Travail bien sûr sur les sujets emploi, sur les sujets d'entrepreneuriat, sur les sujets de découverte des métiers, avec les associations plus spécifiquement sur ces enjeux de revitalisation, de lien social, de vitalisation des commerces de proximité ou encore de présence accrue à l'échelle de ces écosystèmes. Et puis plus largement, il est question bien sûr de faire en sorte que à l'aune de ces territoires, on puisse avoir une vraie logique de réinvestissement des entreprises en complément bien sûr de la puissance publique. On sait que cette ruralité, ces territoires, c'est vraiment le poumon du pays. On a très envie, comme l'a dit Sounia tout à l'heure, de pouvoir avoir une proposition de valeur la plus puissante qu'il soit. Le programme des entreprises s'engage demain. Vous allez pouvoir le parcourir à travers les interventions, mais ça sera bien sûr les dispositifs qui existent au sein de l'État et qui seront musclés. Je ne vais pas présager les annonces des ministres en la matière, mais des choses se préparent. Et puis surtout, comme d'habitude, la force et la puissance de coalitions, de consortiums associatifs qui nous permettront, notamment avec des acteurs comme Bouge ton coq, de développer très très vite des projets de proximité. Je pense notamment à cette ambition des 2000 épiceries solidaires dans ces territoires sur lesquels on avance déjà très vite. Donc voilà, un grand merci Sonia, à toute l'équipe pour cette mobilisation, à nos intervenants. Et je vous souhaite un très très bon workshop sur cette thématique passionnante de la ruralité. Merci beaucoup Sylvain pour cette mise en perspective et puis je vais proposer de poursuivre avec David Armellini qui est directeur adjoint ruralité, montagne et programme
Village d'avenir à l'ANCT, qui est l'Agence nationale de cohésion du territoire. Merci beaucoup pour ta participation. Et c'est vrai que pour agir, il faut aussi comprendre ce qui se joue. Est-ce que tu pourrais nous dresser un peu un panorama des enjeux actuels au sein des territoires ruraux, qu'on puisse vraiment saisir l'importance pour les entreprises de s'engager sur cette thématique? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Pour recontextualiser un petit peu l'action en fait que peut avoir l'Agence nationale de cohésion des territoires au niveau de la ruralité, nous portons en fait depuis l'agenda rural, qui est en fait un plan interministériel qui est croisé avec tous les collègues que l'on peut retrouver au niveau État et aussi au niveau local. Toutes les actions qui peuvent être faites, qui sont ciblées dans le droit commun en fait et comment en fait il peut irriguer au mieux justement les territoires ruraux, et aussi toutes les actions qui ont été ajoutées à travers tout un panel en fait de mesures et un suivi avec différents indicateurs, que ce soit dans l'agenda rural donc qui avait été lancé à la suite de la crise des gilets jaunes, où il y avait 181 mesures qui permettaient vraiment d'avoir tout le panel de ce qui pouvait être fait dans toutes les thématiques. Ça pouvait être sur les sujets de l'alimentation en lien avec le ministère de l'Agriculture, sur les sujets aussi de la mobilité en lien avec la DGITM, enfin différentes directions en fait, et voir exactement tout ce qui a pu être investi. Et à la suite de ça, on a développé maintenant depuis plus de 2 ans un plan spécifique en fait à destination entre autres principalement des maires ruraux, des collectivités rurales, à travers France Ruralité et France Ruralité Solutions, qui est tout un panel en fait de mesures activables auprès des préfectures, auprès des DDT, auprès de différents services et qui peuvent permettre en fait aux maires de développer des projets, que ce soit sur des thématiques de la mobilité, plein de thématiques en fait qui peuvent être connexes en fait à la vie des habitants et qui peuvent toucher plus particulièrement aussi l'implantation des entreprises. Donc je vais me consacrer plus particulièrement en fait à cet aspect-là, mais aussi en ouvrant un peu aussi les champs pour montrer que la qualité de vie aussi des habitants est très importante, et on peut retrouver des mesures en fait qui sont à la croisée des chemins et qui participent aussi à l'implantation des entreprises à travers le développement et le soutien en fait de la qualité de vie des habitants. Je parlais de l'équipe État. Déjà dans chaque département, on retrouve en fait depuis l'agenda rural un sous-préfet qui est nommé en fait aux ruralités, qui est l'interlocuteur et aussi la porte d'entrée et la personne en fait qui suit l'intégralité des mesures du plan dans chaque département. C'est sûrement un interlocuteur pour la plupart des structures qui suivent que vous connaissez déjà. Si jamais si vous ne l'avez pas identifié, nous pouvons vous transmettre aussi les différents contacts. Et dans chaque département, nous avons aussi tous les programmes de l'Agence nationale de cohésion des territoires sur la direction territoire et ruralité, où on va retrouver les chefs de projet, par exemple, territoire d'industrie, les chefs de projet petites villes de demain, les chefs de projet aussi villages d'avenir. Et sur ces différentes strates d'intervention, on peut retrouver en fait des projets croisés aussi, donc avec des collectivités bien sûr, mais aussi avec de nombreuses associations, aussi entreprises. Un des axes forts de France Ruralité et qui peut vous intéresser est la refonte en fait du zonage ZRR, le zonage de revitalisation rurale, qui est devenu France Ruralité Revitalisation. Ce zonage en fait est assez intéressant pour les entreprises qui souhaitent s'installer. Votre contact est bien sûr la DDFIP, et il permet en fait d'accéder en fait à des exonérations fiscales et sociales ainsi que des bonifications de dotation. Ce zonage est valable jusqu'au 31 décembre 2029 et on a 2 niveaux, on va dire, de zonage. Vous pouvez vous retrouver en fait sur un territoire FRR, on va dire socle, qui est le premier champ en fait de classification, qui est calculé en fait sur les revenus médians et la densité de la population. Et on a aussi un socle renforcé, FRR+, qui a permis en fait de qualifier des territoires avec des exonérations renforcées. Et ce calcul s'est fait en fait sur des indicateurs composites entre l'évolution du revenu, la population et l'emploi.
On vous mettra dans le chat par la suite les différents liens pour que vous puissiez après rentrer dans le détail de ces mesures et après évidemment aussi contacter les référents au niveau des FIP. On a aussi donc dans le champ des mesures France Ruralité Solutions qui comptait 32 mesures et depuis le dernier Conseil interministériel aux ruralités, donc on a 41 mesures qui peuvent être saisies par les collectivités et aussi certaines par des acteurs, entre autres associatifs, sur les thématiques du développement économique emploi, l'habitat logement, sur la santé, la mobilité, la culture, l'éducation, la sécurité, l'agriculture, enfin vraiment tous les champs sont couverts et on pourra aussi vous transmettre donc le lien vers un guide qui permet d'expliquer en fait ces mesures qui ont été mises en place et prochainement on va sortir un guide amélioré en fait suite au dernier comité interministériel aux ruralités qui va aussi présenter toutes les nouvelles mesures qui sont disponibles. Donc c'est quelque chose qui sera prochainement accessible sur le site de la NCT et aussi sur les différents sites en lien notamment de la DGCL, du ministère des collectivités. Pour les mesures à retenir qui pourraient être intéressantes pour vous, tout d'abord, on a un dispositif qui s'appelle volontariat territorial en administration. C'est un sujet d'ailleurs qu'on partage entre autres avec Samir côté France Travail dans le cadre d'une convention que l'on a montée. Et donc, ce dispositif permet à un jeune de moins de 30 ans, avec un bac+2, de pouvoir en fait effectuer une mission d'ingénierie, d'appui à l'ingénierie dans une collectivité rurale. Et ces missions peuvent correspondre aussi à des missions en fait, à caractère économique en lien avec les entreprises. Et c'est une mission qui peut durer de 12 à 18 mois. Cette aide permet à la collectivité d'avoir 15 000 euros en fait, pour pouvoir effectuer le recrutement. La collectivité met l'autre partie pour financer le poste. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien dans les territoires ruraux, qui est important de bien sensibiliser en fait les collectivités et les maires puisque c'est eux qui vont pouvoir faire cette demande. Et depuis 2021, nous avons plus de 1000 VTA qui ont effectué des missions avec des retours très positifs. Et souvent d'ailleurs aussi des postes à la clé sur des emplois, notamment au niveau secrétaire de mairie. On a aussi le fonds de soutien à la création rénovation de commerce en zone rurale, qui est un fonds en fait qui permet pour des entreprises ou aussi des collectivités l'acquisition des locaux et travaux relatifs en fait à la remise en état d'un local. C'est aussi de l'aménagement, c'est aussi des études d'accompagnement. Ce fonds de soutien permet d'atteindre on va dire 80 000 euros maximum d'aide sur des projets au regard en fait des différents volets mobilisables. Et c'est aussi une des mesures très intéressantes et sollicitées par l'ensemble des acteurs. De même aussi sur les sujets des mobilités qui sont très très liés aussi à la plantation et aux entreprises. Il y a beaucoup de projets croisés et menés en fait dans le cadre d'une des mesures en fait du Fonds vert sur mobilité en zone rurale, qui peut être très intéressant et qui peut embarquer aussi les entreprises du territoire pour penser aussi de nouveaux modes de mobilité qui peuvent être en lien aussi avec les familles monoparentales, qui peuvent être en lien aussi avec les sujets de locomotion, de garage solidaire, de mobilité partagée. Il y a beaucoup de choses possibles et c'est une boîte à outils assez intéressante en fait pour développer des projets voilà, sur ces parties-là. De même aussi pour les habitants en zone rurale sur le sujet de la vacance, on peut avoir aussi des aides via l'ANA qui peuvent atteindre en fait pour la sortie de vacances de logement des aides qui vont jusqu'à 5 000 euros par logement mobilisable. Voilà, en plus des aides existantes, donc, ce qui peut être aussi quelque chose d'intéressant pour l'installation en fait, des personnes. On a aussi de façon plus globale, et là je parle du lien avec les structures et notamment on a Bouge ton coq qui va intervenir, on a un partenariat national pour pouvoir soutenir en fait les structures dans le cadre du développement rural et ce soutien en fait est multipartenarial, multithématique et il a lieu
tous les ans. Donc cette année, nous n'avons pas encore les modalités de l'appel, mais vous pouvez retrouver ceux de l'année dernière. On a des structures comme Bouge ton coq, mais on en a aussi beaucoup d'autres qui permettent de développer voilà, des solutions très innovantes et qui sont assez suivies par tous les acteurs en interministériel. Ensuite, je pense que le temps est encore bon. Enfin, voilà, grosso modo, après, peut-être s'il y a des questions pour la suite, ou sinon, je vais plutôt laisser la parole aux collègues. Mais merci beaucoup pour ça, David. On avait une question, mais tu as répondu. Et en plus, dans la suite, on va aussi avoir des exemples très concrets. Mais merci beaucoup pour ces éléments qui posent le décor et qui montrent que les entreprises peuvent aussi être engagées sur cette thématique-là. Et on va donc poursuivre avec un premier axe de réflexion, l'emploi. Clairement, recruter et maintenir l'activité en zone rurale, ça peut présenter des défis qui sont bien spécifiques sur ces territoires. Et pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Samir Gerza, qui est directeur de mission QPV et ruralité chez France Travail. Samir, merci beaucoup d'être là et je te laisse donc nous en dire un peu plus. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Trois choses à vous dire en particulier. D'abord, la situation de l'emploi dans la ruralité, dans les ruralités en particulier. La stratégie d'action que France Travail porte en la matière sur la base de cette réalité. Et puis en particulier, les actions que nous menons pour engager les entreprises et favoriser le recrutement dans les territoires ruraux en répondant aux besoins de recrutement des entreprises et en favorisant aussi l'insertion professionnelle des habitants de nos territoires ruraux. Situation de l'emploi, déjà la situation de l'emploi, c'est dire que 88% du territoire est concerné, couvre les zones rurales et un tiers de la population nationale y réside. Donc ce n'est pas neutre, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une mission spécifique a été créée à la Direction générale de France Travail en la matière. S'agissant des chiffres en matière d'emploi, sur l'ensemble des inscrits à France Travail, on a 15,4% qui sont en ZFRR, c'est-à-dire le zonage qu'a évoqué tout à l'heure David en particulier. Plus largement, sur les défis auxquels on fait face, c'est des défis liés aux freins périphériques à l'emploi, qui sont ceux liés à la mobilité, ça n'étonnera personne, mais également ceux liés au logement ou à la garde d'enfants. Donc ce sont des défis auxquels on fait face s'agissant du retour à l'emploi de nos habitants, de nos demandeurs d'emploi résidant en ZFRR. Et d'une manière générale, c'est le constat qui est fait sur un accès inégal à l'emploi et aux opportunités locales existantes en la matière. Ouais. Néanmoins, il y a des forces aussi, des potentiels très importants dans la ruralité, notamment avec la place des élus locaux qui sont présents dans la ruralité, 17 800 communes en ZFRR. Donc les élus locaux sont des partenaires naturels, les premiers relais de nos agences France Travail implantées en ruralité, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième potentiel que l'on y voit, c'est la place des chefs d'entreprise et notamment des TPE-PME, puisqu'on compte 17 800 TPE-PME présentes dans les zones rurales et qui sont autant d'opportunités professionnelles pour les habitants de la ruralité. Et le troisième potentiel que je voulais citer, c'est une étude tout à fait récente de la BPI qui indique que 43% des chefs d'entreprise qui créent leur entreprise dans la ruralité y restent toute leur vie. Ça prouve donc l'attachement qu'ils peuvent avoir à leur territoire. Encore mieux, 67% d'entre eux ont conscience d'avoir une sorte de responsabilité territoriale. Donc, ils ont envie de non seulement y rester, mais en plus offrir des opportunités aux habitants des territoires ruraux. Dans tout cela, France Travail, c'est quoi dans la ruralité ? C'est 204 agences déjà, implantées ou en ultra proximité du zonage rural évoqué par David Armellini tout à l'heure. Sur cette base-là, notre stratégie d'action dans la ruralité, c'est finalement 4 axes. Notre première idée, notre première conviction, enjeu, c'est de rendre accessible le service public de l'emploi pour tous et pour toutes. Et pour ce faire, on a donc 204 agences présentes sur ces territoires, je le disais tout à l'heure, mais on a également toutes des actions d'aller vers
que l'on met en œuvre sur l'ensemble du territoire, des territoires ruraux, à travers nos actions hors les murs que mettent en œuvre nos conseillers implantés sur ces territoires. Et puis également une action mise en œuvre avec nos mairies rurales qui consiste à déplacer des points contacts dans des mairies rurales, c'est-à-dire des corners France Travail, avec lesquels on a la possibilité de donner accès aux habitants de la ruralité aux informations de premier niveau par rapport à la situation de l'emploi d'un territoire donné. Notre deuxième enjeu, c'est celui d'adapter nos parcours d'accompagnement, notamment en les personnalisant par la mobilisation de solutions locales pour lever les freins périphériques à l'emploi que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le troisième axe sur lequel je vais insister tout à l'heure, qui est le sujet du workshop, c'est la manière dont France Travail accompagne les entreprises pour mieux recruter différemment dans la ruralité. Donc ça, c'est un enjeu majeur, notamment en rapprochant les habitants des territoires ruraux des solutions professionnelles existantes dans nos territoires les plus reculés géographiquement. Et enfin, le dernier enjeu, très sommairement, c'est la question du changement de regard. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a la nécessité de raconter des belles histoires de retour à l'emploi pour casser les représentations des deux côtés, que certains secteurs d'activité pourraient avoir vis-à-vis des habitants de la ruralité et que les habitants de la ruralité pourraient avoir vis-à-vis d'un certain nombre de métiers ou de secteurs d'activité qu'ils jugeraient à tort pas faits pour eux. J'insiste donc sur le troisième axe, rapprocher les habitants des ruralités avec les entreprises. On dispose de plusieurs leviers pour engager l'entreprise dans la ruralité. Le premier levier, c'est France Travail Pro, qui est notre direction entreprise implantée sur ces territoires et qui donc propose un accompagnement sur mesure aux TPE, PME pour répondre à leurs besoins de recrutement et en les connectant avec nos demandeurs d'emploi inscrits dans les 204 agences France Travail en ruralité. Le deuxième levier dont on dispose en particulier, c'est de proposer aux TPE, PME, mais également aux grandes entreprises, aux grands comptes, des parcours pour devenir des entreprises inclusives. Donc à la fois de marcher sur ses deux jambes, recruter utilement et recruter autrement. Le troisième levier dont on dispose, c'est la multiplication de nos opérations emploi, c'est-à-dire des rencontres nouvelles que l'on propose pour que les habitants de la ruralité se connectent avec les entreprises du territoire. Ces opérations nationales ont été expérimentées dans les quartiers et sont de plus en plus mises en œuvre dans la ruralité. Je pense à l'outil sport avec du stade vers l'emploi. Je pense à l'art d'accéder à l'emploi avec l'outil de la culture. Je pense aux trucks de l'emploi également que l'on développe et qui sont des endroits itinérants que l'on propose pour les habitants de la ruralité. Le troisième levier, il est main dans la main avec les entreprises s'engagent. Tout à l'heure, Sylvain l'a évoqué, on le fait déjà dans les quartiers, on va l'expérimenter dans la ruralité avec Patron dans mon village, qui est un format de rencontre inédit qui va permettre de faciliter la rencontre différente entre des chefs d'entreprise qui souhaitent s'investir sur leur territoire et proposer des solutions de retour à l'emploi, des solutions professionnelles, et puis des habitants de la ruralité. Donc les faire rencontrer un peu autrement. L'avant-dernier levier, c'est le fait qu'on a pris à bras-le-corps un certain nombre de filières d'activité à travers des plans d'action spécifiques sur des filières très présentes dans la ruralité. Ça n'étonnera personne si j'évoque le sujet de l'agriculture. De ce point de vue-là, la semaine prochaine, on officialisera notre feuille de route agriculture pour assurer la promotion des métiers agricoles. Quand on sait que 100 000 agriculteurs dans les 10 ans qui viennent seront à la retraite, la question de la reprise des exploitations agricoles est majeure, mais également avec la volonté du ministre du Travail en particulier d'avoir un vrai plan industrie, un tiers de l'industrie française étant implanté en ruralité. On a un plan d'attractivité, de valorisation des métiers de l'industrie qui là aussi s'adresse aux habitants de la ruralité. Je pourrais également évoquer les questions du médico-social. Je termine sur un dernier axe pour être le plus exhaustif possible sur la manière dont les entreprises peuvent s'engager. Et on doit évoquer la question de la création d'activités et la reprise d'activités. On a 16% de demandeurs d'emploi qui ont exprimé une intention entrepreneuriale et qui habitent dans les zones rurales. Et on remarque que le taux de transformation entre l'intention entrepreneuriale et la création d'entreprise est plus faible que la moyenne nationale. On a donc un plan d'accompagnement des potentiels entrepreneurs
dans la ruralité pour leur permettre d'accéder, d'aller au bout de leurs idées et de la concrétiser. Je dirais la même chose s'agissant de la reprise des activités, et on le fait aussi là, main dans la main avec les entreprises sans cage et la direction générale des entreprises, pour réfléchir à des modalités concrètes de reprise d'activité, notamment des commerces en ultra proximité dans la ruralité ou les exploitations agricoles. Je conclus d'une formule en disant que, vous l'aurez compris, finalement, l'accompagnement de France Travail pour les entreprises, c'est à la fois leur proposer un accompagnement pour répondre à leurs besoins économiques, recruter autrement, mais également en marchant sur la deuxième jambe, c'est-à-dire recruter utilement et être fidèle à leurs responsabilités sociétales. Voilà, je vous remercie à la disposition des éventuelles questions. Mais merci beaucoup, Samir, c'était très très riche. Et on voit en effet que France Travail, c'est vraiment un partenaire à mobiliser côté entreprise. Ne surtout pas hésiter. Je te remercie pour ton intervention. Et on va poursuivre avec Christophe Jacolin, qui est directeur de la stratégie ESG chez Crédit Agricole SA. Christophe, vous allez nous partager votre retour d'expérience bien concret sur la manière dont vous, votre entreprise, s'engage aujourd'hui au service des territoires ruraux et de ses habitants. Merci Christophe. Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de témoigner ce matin auprès de vous. Bon, bien entendu, toute l'histoire du Créacol, elle est évidemment liée à la ruralité puisque ce sont nos racines, nos origines. Et ça reste encore très largement vrai, même si le groupe s'est beaucoup développé, y compris à l'international. Pour autant, nous restons évidemment très en proximité avec les territoires ruraux, notamment au travers des caisses régionales de Crédit Agricole, qui sont des banques coopératives ancrées sur les territoires et qui sont d'ailleurs l'actionnaire majoritaire du groupe. Dit autrement, c'est finalement les territoires ruraux qui sont aujourd'hui à la tête de notre groupe. Le Créa-École, et c'est son histoire et c'est sa naissance, a toujours été en accompagnement des grandes transformations de la société, la modernisation de l'agriculture, l'électrification des communes rurales, l'embancarisation des ménages, l'accession à la propriété, etc. Dans notre stratégie sociétale, qui est complètement intégrée à notre stratégie de développement et d'accompagnement des clients, nous avons identifié plusieurs enjeux clés pour la société dans lesquels nous pourrions amener encore davantage d'utilité pour nos clients et pour les territoires que nous accompagnons, en particulier les territoires ruraux. Le premier enjeu, c'est évidemment la transition énergétique. Et nous avons pris l'initiative de créer, il y a 4 ans, une nouvelle entité du groupe qui s'appelle Créa-École Transition et Énergie, de la même façon qu'il y a 40 ans, nous nous sommes lancés sur l'assurance. Créa-École Transition et Énergie, c'est trois métiers principaux. Tout d'abord, l'accompagnement et le conseil auprès des communes et en particulier des communes rurales sur la transition énergétique et les entreprises. Deuxièmement, un rôle de producteur d'énergie au travers du financement et de l'installation d'outils d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques sur les territoires, avec l'intuition que ce qui se passe sur les énergies renouvelables est un peu équivalent à ce qui s'est passé dans l'informatique il y a une trentaine d'années, où on passe à des systèmes avec des unités de production importantes, centralisées, vers beaucoup plus de décentralisation, puisque les outils de production d'énergie renouvelable sont beaucoup plus décentralisés sur les territoires, au travers notamment des installations photovoltaïques et éoliens. Et qui sait mieux que le Créa-École identifier ceux qui, sur les territoires, sont en capacité de devenir des producteurs d'énergie et aussi ceux qui souhaitent acheter des électrons verts. Et enfin, troisième métier de Créa-École Transition Énergie, nous sommes devenus, au travers d'un nouveau partenaire devenu filiale Selfie, un véritable énergéticien en ayant les capacités techniques d'injecter des électrons verts dans le réseau, d'être ce qu'on appelle un agrégateur et un responsable d'équilibre dans le réseau électrique. Et nous avons accompagné de nombreuses communes
qui souhaitent développer, par exemple, des projets d'autoconsommation sur leur territoire, puisque sur les territoires ruraux, bien entendu, le foncier est plus facilement disponible. On peut y installer des outils de production d'énergie qui vont être utiles à la commune elle-même et aux habitants du territoire. Voilà, première initiative que je voulais vous partager ce matin. La deuxième innovation et qui en réalité correspond aux enjeux sociétaux touche davantage à la transition démographique, au vieillissement de la population qui est à l'œuvre plus globalement dans les sociétés occidentales, et c'est vrai en France, avec deux défis. Le défi de l'accession aux soins, et en particulier dans les territoires ruraux, et le défi du maintien à domicile le plus longtemps possible. Et là aussi, nous avons décidé de nous lancer dans des métiers complémentaires par rapport aux métiers de proximité qui sont notre ADN, en créant, il y a également 2 ans, Créacol Santé et Territoire, et avec des partenaires qui sont devenus des filiales comme Office Santé, qui permet d'accompagner les communes et les professionnels de santé dans la création de centres de santé, de maisons de santé sur les territoires. Également un autre partenaire devenu filiale, Omedis, qui permet de développer des solutions de télémédecine assistée et augmentée, là aussi sur les territoires pour faciliter l'accession aux soins ou du moins à un premier niveau de diagnostic. Voilà sur les aspects de lutte contre la désertification médicale. Deuxième volet sur le maintien à domicile face aux enjeux et aux défis du vieillissement de la population. 2 initiatives en particulier, en devenant partenaire d'une société que vous connaissez probablement, qui est Petit-Fils, qui est devenue donc filiale du groupe, qui est leader des services d'aide à domicile pour les seniors, de façon à favoriser le plus longtemps possible le maintien à domicile, et également un autre partenaire, Cette Famille, qui vise à créer des structures de colocation de seniors. C'est une initiative qui est née dans un département rural, dans l'Orne, et qui s'étend sur l'ensemble des territoires d'intervention du groupe. Voilà deux initiatives que je voulais partager ce matin. Le Créacol qui devient énergéticien sur les territoires pour favoriser la résilience des territoires et de ses habitants face aux défis du changement climatique et de la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique. Et puis cette réponse autour de la santé, de l'accès aux soins et l'accompagnement du vieillissement des populations. Et tout ça est très en lien avec notre ADN de proximité qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Christophe. Je vérifie juste si on n'a pas de questions pour toi, mais je pense que c'est tout bon. En tout cas, c'était très inspirant. Merci pour ton témoignage. Et on va poursuivre avec Alix sur le projet Les épiceries engagées dans nos villages, parce que c'est aussi un projet qui nous, ah, qui nous plaît particulièrement. Donc, on a le plaisir d'avoir Alix Vaz, qui est responsable des opérations épicerie chez Bouge ton Coq. Merci beaucoup, Alix, d'être avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux entreprises s'engagent pour cette invitation. Aujourd'hui, je viens vous parler de Bouge ton Coq, une association qui a bientôt 5 ans, dont l'objectif est d'amener les services essentiels dans les petits villages. On a commencé par le volet alimentation, avec les épiceries participatives dont on va parler aujourd'hui. Et après l'alimentation, on a co-créé Médecins Solidaires pour lutter contre les déserts médicaux en mettant en place des médecins volants. On s'est aussi attaqué à l'isolement des seniors et au bien vieillir en ruralité en mettant en place un programme de mobilité solidaire. On expérimente aussi un autre projet d'accès à la culture en ruralité ou encore de lutte contre la précarité alimentaire, car les zones rurales sont en zone blanche en termes d'aide alimentaire. Le moteur de nos actions, c'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire mettre en mouvement des habitants bénévoles pour remettre de la vie et du lien social au cœur de la commune. Et ça plaît beaucoup. On travaille notamment pour toutes nos actions avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, qui nous relaie sur le territoire auprès de leurs adhérents maires.
On a vraiment beaucoup de demandes sur tous nos projets, preuve qu'il y a du besoin. Pour revenir sur les épiceries dont on parle aujourd'hui, Bouge ton coq a accompagné à ce jour plus de 275 communes dans la création d'une épicerie participative. Une épicerie participative, c'est une épicerie montée et tenue par les habitants qui vont donner 2 heures par mois pour faire tourner la boutique. Les collectifs eux-mêmes sont sûrement les meilleures personnes pour vous parler de ce modèle original. Donc, pour entrer dans le concret, on vous passe une petite vidéo pleine de soleil qui j'espère vous embarquera dans le sujet. Depuis quelques années, les épiceries participatives fleurissent dans des petits villages de France. Elles permettent aux habitants de faire leurs courses sans prendre la voiture et d'avoir accès à des produits locaux, le tout à bas prix. Bouge ton coq accompagne gratuitement les communes qui le souhaitent dans la mise en place de ces épiceries. 200 épiceries ont déjà vu le jour et bien d'autres encore sont en cours d'accompagnement. En voici 3 d'entre elles. À Meules, dans le Calvados, l'épicerie rassemble déjà plus de 130 adhérents bénévoles qui font tourner l'épicerie de leur village. À Riac-Lastour, en Haute-Vienne, l'épicerie participative fait également office de bar et propose café et autres boissons pour permettre aux habitants de s'y retrouver. À Dun, en Ariège, l'épicerie vient à peine d'ouvrir et après une belle inauguration, c'est le début de l'aventure pour les habitants du village. Mais alors, comment fonctionnent ces épiceries ? Eh bien, ce sont les habitants qui s'en occupent. Les consommateurs se regroupent dans une association, y adhèrent et donnent chacun 2 heures par mois pour participer à sa gestion. Claudine et moi, on gérera l'ouverture le matin ou l'après-midi. L'après-midi. En fait, le fonctionnement, ce qui permet aussi de tenir l'épicerie, c'est qu'on n'a pas de salariés. On est tous bénévoles et quand on adhère à l'association et quand on veut acheter dans l'épicerie, en contrepartie, on donne 2 heures de son temps par mois pour accomplir des tâches au sein de l'épicerie. Le fromage au frigo. Alors mes missions, c'est déjà de faire l'inventaire, de regarder les produits qui se vendent le mieux. Une fois par semaine, je viens chercher les légumes chez le maraîcher et après, il vient livrer des paniers. Soit je leur envoie un message, un SMS, soit je leur téléphone directement et je commande toutes les semaines ce qui me manque dans la vitrine. Vous savez qui sont plutôt sucrés, c'est une variété qui est très sucrée. La mairie peut mettre à disposition le local et ne pas faire payer de loyer. Alors, sans salaire ni loyer à payer, l'épicerie n'a presque aucune charge et peut revendre ses produits à prix coûtant. Alors ça surprend dès qu'on dit aux gens qu'on est à prix coûtant en disant « mais comment vous faites de la marge ?» Justement, on ne fait pas de marge, on n'est pas là pour faire de la marge, on est là pour rendre un service, apporter au plus grand nombre de bons produits. L'avantage pour nos adhérents, c'est que 90% des produits que l'on a dans l'épicerie sont des produits de producteurs locaux, en circuit court et ultra court, et à prix coûtant. En tant que producteur, finalement, je vais continuer à facturer au plus juste en fait. Le prix coûtant, c'est faisable parce qu'on est aussi à proximité. Entre la marge en moins et les trajets en voiture réduits, ces épiceries font faire des économies aux habitants. Je ne prends plus ma voiture pour aller faire mes courses, ça c'est un confort extraordinaire. De venir là, de faire ses courses et de trouver pratiquement tous les produits dont j'ai besoin. Tous ces produits, les épiceries peuvent les acheter à prix réduit auprès de grossistes ou de partenaires de la grande distribution. C'est important dans notre démarche de s'inclure dans la vie locale, de développer la vie locale. On est dans un milieu rural où il faut que les gens aient des services sur place pour qu'ils viennent, qu'on arrive à attirer les gens dans nos communes rurales. Objectif circuit court. Ces épiceries permettent de créer ou de recréer des circuits courts. Et elles mettent en avant les produits locaux qui rémunèrent à 100% les producteurs. Alors je pense que ce modèle d'épicerie est un système d'avenir, puisque ça permet aux consommateurs d'avoir des produits à un meilleur prix vu qu'il n'y a pas de marge, et ça permet aussi de manger des produits sains et locaux.
L'avantage du prix coûtant, c'est que oui, effectivement, on n'est pas obligé de se ruiner pour acheter à manger. C'est vraiment une façon de prolonger ce que je fais en vente directe, de contribuer à une dynamique locale qui resserre du lien entre les gens et de faire bénéficier un maximum d'habitants et d'habitantes de la vallée des produits qui sont faits sur place. Moi, ce que je trouve formidable, c'est d'avoir redynamisé les petits villages. Et l'intérêt, c'est qu'on apporte un service aux habitants. Ce renouveau fait que les gens se retrouvent et sont contents de se voir et d'échanger, de parler. On a retrouvé des personnes, ça faisait 20 ans qu'ils habitaient sur la commune, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc ça leur a permis, sur des créneaux d'épiciers, de venir se rencontrer, de se connaître et maintenant voilà, de devenir amis. Les épiceries deviennent vite des lieux de vie et de rencontres, où les gens échangent et pourquoi pas mettent en place de nouveaux projets pour le village. Aujourd'hui, c'est le cœur du village. C'est pas un bâtiment historique, c'est pas une maison à colombage, c'est pas une place centrale. C'est le lieu où tous les gens se rencontrent. C'est extrêmement enrichissant, comme toutes les aventures collectives en fait. C'est super. C'est une belle aventure. Je tiens à remercier naturellement de tous ces gens qui m'apportent tout ce que j'ai besoin, qui me demandent tout ce que j'ai besoin. Alors, grand merci à tous. Vous aussi, faites vivre votre village et rejoignez-nous dans cette belle aventure. Donc, j'espère qu'après ces petites immersions, vous êtes aussi conquis que moi par ce modèle. On accompagne donc gratuitement toutes les communes de moins de 3500 habitants et 100 commerces généralistes qui le souhaitent. L'accompagnement de Bouge ton coq, il va être sur toutes les étapes du projet, la mobilisation du collectif, l'accompagnement à l'ouverture et l'organisation au jour le jour via un logiciel de gestion notamment, et bien sûr le suivi des projets dans le temps avec une mise en réseau des épiceries. Si vous pensez que certains de vos salariés vivent dans des communes qui pourraient être éligibles, on peut vous aider à diffuser notre accompagnement dans vos équipes. Si vous voulez financer l'ouverture d'une épicerie participative dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site, on sera ravis d'échanger avec vous. Je laisse la parole à Florence, porteuse du projet de l'Épi des Loups, une épicerie participative sur la commune de Boussières dans le Doubs. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et je suis ravie de pouvoir témoigner. Donc, je suis première adjointe dans une commune de 1200 habitants et aussi présidente d'une petite association qu'on a fait sur notre village des entrepreneurs locaux où on est une vingtaine d'entrepreneurs, producteurs, commerçants du village et de quelques villages alentours. Alors, cette épicerie, nous, on l'a voulu parce que dans notre village, en fait, on fait partie d'une communauté d'agglomération où il y a presque 200 000 personnes. On est à 20 km de la ville-centre qui représente cette communauté d'agglomération. Et notre risque, c'est de se faire absorber par cette communauté d'agglo où il y a tous les commerces, tous les services, etc., où les gens vont travailler principalement aussi sur cette ville. Et on voulait pas rester une cité dortoir et on perdait aussi du lien entre les habitants. Avant, il y avait communauté autour de l'église. Enfin, ça, c'était il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, il n'y a plus ça. Et le but, c'était de refaire revivre ce village aussi et d'apporter de la convivialité et que les gens se connaissent et que les gens connaissent aussi les entreprises locales, etc. Donc, il y avait un commerce généraliste dans notre village, historiquement, qui a fermé en 2000. Il y a eu quelques tentatives de reprise avant parce que les gens étaient partis en retraite. Dans ces tentatives de reprise, ça n'a pas marché parce qu'au niveau du modèle économique, avec la proximité de la grande ville et des commerces autour, c'était devenu compliqué. Donc, on s'était dit comment on fait revivre ce village. On a aussi prêté attention parce qu'il y a des commerces dans ce village. On a une boulangerie, on a une boucherie, donc un atelier de découpe de viande et qui a un petit atelier, une petite boutique. Et l'idée, c'était pas de faire concurrence non plus, mais d'intégrer tout le monde.
pour pouvoir s'ancrer dans le local et que tout le monde y trouve son compte. Alors, on a 180 adhérents, familles adhérentes sur cette épicerie, sur un village de 580 familles. Ça représente, alors il y en a 130 de notre village vraiment, ce qui représente à peu près quand même une grosse proportion. Ça fait 70% des adhérents qui sont du village et ça représente 25% des familles, ce qui est quand même beau pour un projet associatif. Et on a 50 familles qui sont originaires des villages voisins, ça représente à peu près 30% des adhérents. Donc des villages voisins qui aussi sont sans commerce de proximité. Pour avoir une idée de la dimension aussi, puisque on a des chefs d'entreprise, là, c'est qu'on distribue pour 150 000 € de marchandises par an à peu près. Donc c'est vraiment un succès et ça marche énormément. Alors oui, c'est sur la base du volontariat et des gens qui s'impliquent. C'est des bénévoles, donc qui font 2 heures par mois pour tenir cette épicerie. On a un groupe de pilotage qui fait un peu plus, évidemment, et puis on a tous ces adhérents qui viennent faire 2 heures par mois. Alors, ils ont un intérêt direct, c'est que comme on n'a pas de loyer, puisque c'est la municipalité qui prend en charge le loyer, donc on n'a pas de charge, il n'y a pas de salariés non plus. Les seules charges qui restent, ce seront les fluides et les assurances. Donc ça, c'est pris en charge par les adhésions, puisque c'est une association. Donc les personnes adhèrent. Et ensuite, du coup, on peut se permettre de distribuer des produits à prix coûtant. Et ce prix coûtant permet aux personnes de bénéficier de produits locaux, sains, pour des prix tout à fait attractifs qui sont globalement moins chers que des produits en grande distribution. Faut pas oublier que le facteur économique est quand même un facteur très important au-delà de l'éthique et de la nécessité de bien se nourrir. Donc voilà, ça permet aussi du coup d'avoir nos producteurs locaux. Sur 40 fournisseurs à peu près, on n'a que 4 grossistes. On a été obligé, parce que le riz pousse pas très bien dans notre région, donc on a été quand même obligé d'aller rechercher quelques grossistes pour du complément dans nos rayons pour que en fait les personnes puissent faire toutes leurs courses au même endroit. Donc, on a vraiment privilégié le local. Par exemple, on avait une fruitière à Comté, parce qu'on est dans le Comté, on est dans le Doubs, en Franche-Comté, qui était à 15 km, où chacun partait chercher son comté à 15 km. Là, on a une livraison par semaine et les gens dans le village peuvent venir directement et chacun prend pas sa voiture pour y aller. Donc, c'est aussi quelque chose de très important pour ça. Et du coup, on a aussi un aspect qui est essentiel et dont j'avais pas mesuré au départ l'apport à ce niveau-là, c'est la convivialité, la collaboration avec les gens. On refait communauté autour de notre épicerie. Puisque les gens se connaissent beaucoup moins dans les campagnes maintenant, puisque autant si avant ils se mariaient, ils faisaient tout dans leur campagne, maintenant les jeunes partent faire leur vie un peu ailleurs, explorer le monde, et puis on a des foyers qui reviennent s'installer, mais on se connaît pas. Et du coup, autour de l'épicerie et de la collaboration, là, par contre, on a refait du lien, de l'intergénérationnel, puisqu'on a des familles avec des jeunes enfants, et puis on a évidemment les anciens qui sont en perte de mobilité et qui peuvent pas forcément se déplacer pour aller faire leurs courses, ou qui sont de plus en plus isolés. Et là, on a un lieu de rencontre intergénérationnel et où il se passe plein de choses. C'est presque un petit tiers-lieu. Il va se passer des ateliers, on fait des dégustations, il va se passer... Alors les anciens, ils en profitent aussi, les anciennes particulièrement, pour faire un atelier de tricot le lundi, donc ils se revoient là. Il y a un atelier jeu le jeudi, et puis on fait plein d'autres animations aussi, on fait des visites
des producteurs locaux, justement. Donc, on va faire des visites pour savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc. On a aussi des actions un peu plus solidaires où on fait de la quête alimentaire pour les Restos du Cœur, par exemple. On a des ateliers santé où on fait de la sensibilisation, par exemple, sur le cancer au mois d'octobre. Donc, il y a tout un tas d'événements aussi comme ça qui vont faire que ce lieu est vraiment un lieu de rencontre aussi, et où on a remobilisé les énergies du village. Ce qui nous amène aussi, du coup, ce qui nous a amené à postuler pour être lauréat du dispositif Village d'avenir, dont vous avez entendu parler, pour se faire accompagner, parce qu'on n'a pas du tout l'ingénierie pour, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On se fait accompagner pour réhabiliter notre salle des fêtes en salle socio-culturelle. Donc, après la convivialité, notre stratégie, c'est de développer aussi la culture au niveau de la ruralité et de l'amener au plus près des habitants. Alors on le fait bien sûr avec 1200 habitants, on va pas remplir notre petite salle tout le temps, mais on le fait beaucoup en intercommunalité avec les villages autour qui participent aussi au projet de l'épicerie participative. Donc on est en train de faire ça, on a pu mobiliser les énergies, faire un comité participatif pour piloter ce projet de rénovation de notre salle communale, parce que les gens se connaissent, parce qu'il y a de la dynamique, parce qu'il y a tout ça. Et ça, c'est ce que je n'avais pas mesuré, mais c'est en grande partie, grâce à cette épicerie où convergent toutes les énergies, où c'est un démultiplicateur d'énergie positive, en fait, cette épicerie, où on a aussi, du coup, toutes ces actions solidaires, alors qui ne sont pas forcément des fois structurées, mais que les habitants s'entraident, qu'on dise, tiens, tu as besoin de quelque chose, cette entreprise-là, il y a un entrepreneur sur le coin, on va te le présenter, ou voilà à qui tu t'adresses, etc. Et du coup, on a un gros succès sur voilà ce que ça a changé au niveau de notre quotidien, c'est la convivialité, l'entraide, les énergies positives qu'on met au service d'autres projets dans la commune. Eh ben, merci beaucoup Florence, merci beaucoup Alix pour ce très très beau projet, c'est ultra inspirant. Je pense que vous avez été charmés aussi tous en voyant la vidéo, en entendant Alix et Florence. Et je propose de revenir sur certaines questions qu'on a eues, notamment pour toi Samir, au niveau notamment du programme entrepreneuriat de la Direction Générale France Travail, si tu as peut-être des éléments complémentaires à partager. Oui, dire deux choses. La première, c'est que lorsqu'il s'agit d'acteurs locaux, l'offre de services de France Travail à destination des entrepreneurs ou de ceux qui ont exprimé une intention entrepreneuriale, les agences France Travail en ruralité ont l'offre de services que l'on propose en la matière, notamment en connectant avec des acteurs de l'accompagnement des entrepreneurs avec lesquels on a des conventions notamment. Et au plan national, on a un programme entrepreneuriat à la DG de France Travail avec 2 ressources nationales à plein temps sur le sujet et avec lesquelles on va expérimenter dans les prochaines semaines des actions spécifiques dans la ruralité. Et donc, de ce point de vue-là, je pourrais mettre en relation avec le programme entrepreneuriat de la DG pour mutualiser et réfléchir à des solutions communes. Voilà. Merci beaucoup Samir. Je regarde si on a d'autres questions qui vous sont pour les différents intervenants. David, on aimerait bien avoir ton contact, en tout cas aussi, si c'est possible, de le partager. On pourra le mettre dans le chat si c'est OK pour toi. Et on a une autre question. Mais cela ne contourne-t-il pas le problème pour les entrepreneurs qui veulent vivre de leur petit commerce de village et créer de l'emploi? Ils militent pour les mêmes bienfaits, lien social, convivialité, mais sont bien souvent assommés par les charges, obligations légales. Peut-être que Alix, si tu as envie de partager des éléments par rapport à ça, n'hésite pas. Oui, Je bien sais que sûr. tu as déjà fait quelques réponses, mais tu voudras peut-être Oui. compléter.
En fait, effectivement, ce que je disais et ce que disait aussi David sur l'octroi des fonds de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'idée, c'est vraiment d'aller dans des villages où il n'y a pas de commerce. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu la fermeture d'un Vival, la fermeture d'un Proxy et des années de tentatives avec des échecs. Et c'est pour ça on est parfois sur des communes de 300, 400 habitants. Hein. Voilà, en fait, on dit moins de 3500 habitants, mais la moyenne, en général, c'est 200, 300, 400, 500 habitants. Donc, c'est des endroits sur lesquels il n'y a pas un commerce qui peut survivre. D'ailleurs, les épiceries, elles sont ouvertes en général 2 créneaux dans la semaine, 3 créneaux dans la semaine, des créneaux de 2 heures. Donc, ce n'est pas du tout un temps plein. En fait, on n'aurait pas du tout de quoi faire vivre un temps plein sur le montant de chiffre d'affaires, etc., qu'on fait au niveau de l'épicerie. Et aussi sûrement que les personnes viennent s'apprendre dans cette épicerie parce que c'est moins cher que les supermarchés. Enfin, c'est les prix qui sont similaires à des supermarchés à côté, puisque on ne va pas avoir de charges comme il n'y a pas de salaire, ni de loyer, puisque le local est prêté par la mairie. Donc, c'est sûr que c'est des avantages que ne pourrait pas avoir un local commercial, donc il ne pourrait sûrement pas avoir les mêmes prix. J'espère que ça ne répond aux questions. Merci beaucoup, Alix. Eh ben, je pense qu'on n'a plus de questions, donc merci beaucoup. On arrive au terme de ce workshop. Vraiment un immense merci à vous tous. Merci aux intervenants pour la richesse de vos partages. Merci pour l'inspiration. Merci aux participants aussi d'avoir pris le temps avec nous. On sait que c'est précieux, que tout le monde court un peu derrière le temps. En tout cas, on espère que ce workshop vous donne envie de vous engager, d'être aussi force de proposition dans vos entreprises, pour transformer les choses aussi de l'intérieur. En tout cas, si vous voulez répandre le message autour de vous, inviter d'autres entreprises à rejoindre le mouvement, à rejoindre la communauté Les Entreprises s'engagent, n'hésitez surtout pas. Nous, on est là aussi pour faciliter les choses aux entreprises, faciliter le passage à l'action. On est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent s'engager, peu importe la taille, le secteur ou autre. Mais voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, on a ici les liens vers nos réseaux sociaux. Le fait d'être membre, ça vous permettra aussi de pouvoir, sur notre plateforme, sélectionner vos engagements sur nos différentes thématiques d'engagement, sachant que bientôt, donc comme on vous le disait dans l'introduction, on va lancer le programme Ruralité. Et donc, si vous voulez participer, contribuer, trouver des actions clés en main pour participer sur cette thématique-là, voilà, n'hésitez pas à devenir membre. Et puis surtout, on a aussi nos clubs, donc connectez-vous au club de votre département pour trouver aussi des solutions ancrées au sein de vos territoires. Voilà, donc si vous aviez des autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 2 minutes, mais sinon, un grand merci à toutes et tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Encore merci. Merci, bonne journée. Au revoir.